Voilà, chers amis, je pense que maintenant nous devons être en direct. Alors j'ai pas mal de, comment dire, d'annonces à vous faire tout d'abord. Bon, tout ce qui concerne cette seconde partie donc, de la Scherverhagen cette année-ci, j'ai rédigé une petite bibliographie que vous allez retrouver par les bons soins de Madame de Tournai et de Madame Duvivier sur le site consacré à la Scherverhagen. Cette bibliographie plutôt scientifique vous permet non seulement de pénétrer dans le monde de la maçonnerie et de sa relecture un peu étrange des mystères, mais aussi des mystères antiques et des nombreuses publications qui sont faites aujourd'hui à ce sujet. Je vous renvoie, je l'ai mis au-dessus à un livre qui est paru, Les cultes à mystère, paru à la Pensée et les Hommes en 2020, qui est un collectif suite à un colloque, avec toute une série de professeurs de l'ULB d'ailleurs qui sont intervenus pour donner vie à cette revue. Notamment, je vais citer quelques noms, Xavier de Scuter, sur les mystères antiques et les rituels initiatiques, Eugène Warmenbol, bien sûr, grand spécialiste de l'égyptologie qui a été titulaire de la Scherverhagen, une approche de Goblet d'Alviela qui est un peu incontournable, comme vous le savez, en la matière. Et puis alors également Thomas Gergely sur Hanouka, Amat Aminyan, Raison et vérité dans la pensée soufie. Enfin, nous avons toute une série, Sylvie Pepperstrad, bien sûr, qui nous a parlé des rites amérindiens. Patrick Hanno, qui a fait un article très intéressant sur Skull and Bones, qui est l'analyse de la prestigieuse société secrète estudiantine de Yale University, et bien sûr d'autres encore, dont Jean-Jacques Wunenburger, qui est bien connu sur les recherches relatives à la symbolique. Donc, tous ces chercheurs et d'autres, je ne cite que quelques noms, ont contribué à ce que cette revue, qui est un petit volume collectif, soit accessible. Bon, tout ça, vous le verrez sur Internet, est à des sommes très raisonnables. Et vous pouvez aussi d'ailleurs maintenant vous le procurer en PDF, ce qui est encore une formule très rapide également. Donc je suis notamment un article assez long que j'ai publié dans cette revue. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'aborder avec vous cette question des cultes à mystère et non pas des religions à mystère, donc des cultes à mystère. Je demanderai peut-être que la première image apparaisse. En suivant un plan assez simple pour cette heure de cours, des rites initiatiques en Égypte antique, point d'interrogation, un monde gréco-romain, le regard sur l'exotisme et fascination égyptienne. Ce sera un peu le fil rouge de mon exposé d'aujourd'hui. La question des rites initiatiques en Égypte antique, elle est très largement débattue. Moi, je ne suis pas égyptologue. Mon excellente collègue Michel Broz, malheureusement décédé, aurait mieux parlé de ça que moi. Il est certain que quand on visite les sites égyptiens, quand on lit les publications relatives à l'Égypte ancienne, il faut bien le dire aussi, lorsqu'on laisse son imaginaire vagabonder, on imagine très volontiers un monde plein de mystères. Bon. Il y a d'ailleurs tout un pan de la franc-maçonnerie, on le verra, qui s'en est inspiré. Je pense par exemple à Memphis Misraïm, qui est quand même une obédience maçonnique, qui est très fortement influencée par un certain imaginaire de l'Égypte ancienne. Bon, il y a lieu peut-être d'un peu tempérer point de vue scientifique. Premièrement, certainement que l'Égypte ancienne avait ses pratiques rituelles, ça nous le savons, mais de là à imaginer que ce sont des mystères, eh bien on n'est pas certain. Ce n'est pas parce que des prêtres se réunissaient dans des temples et faisaient des rites que c'était des mystères au sens où nous l'entendons. C'est plausible, mais à ma connaissance, la littérature n'a pas véritablement tranché en ces matières. Quand nous parlons des rites initiatiques en Égypte antique, nous parlons davantage de l'Égypte ptolémaïque, c'est-à-dire de l'Égypte
qui suit la conquête d'Alexandre le Grand avec des pharaons hellénisés, grecs, macédoniens, dans l'héritage de Ptolémée Ier, qui deviennent pharaons d'Égypte, mais en fait sont des Grecs. Et nous parlons plus, on va y revenir, de la rencontre entre ce monde grec antique et du monde égyptien, et du singulier mélange que cela a donné, où là, pour le coup, nous sommes à peu près certains qu'il y avait des rites initiatiques multiples. Donc, il y a plus ou moins deux écoles qui se chamaillent à ce sujet. Celles qui pensent, non, il y avait beaucoup de rites initiatiques en Égypte ancienne, mais nous n'avons pas véritablement en trace pour une série de raisons. D'autres qui vous diront, non, c'est entre guillemets une invention grecque. Je ne sais pas trop comment trancher. En fait, tout dépend de la définition qu'on donnera au mot initiation et au mot mystère. Bon, toujours est-il que c'est une approche qui mérite d'être soulignée. J'ai eu l'honneur de publier à ce sujet dans le fameux Livre des Égyptes, qui est paru chez Robert Laffont dans la collection bouquins sur la direction de Florence Quentin. Bon, j'ai fait plusieurs articles, soit seul, soit en collectif, et où cette question a été directement posée. Je pense qu'elle est non résolue à ce jour. Le troisième point, c'est peut-être un certain regard sur l'exotisme. Ça a été, je crois, abondamment développé par Eugène Warrmenbol. On va y revenir, en quelques mots, c'est la campagne d'Égypte de Napoléon. Et donc, on peut peut-être avoir l'image suivante, ce sont les imaginaires qui se sont déployés entre 1798 et 1801, lorsque Napoléon, qui n'est pas encore empereur, donc Bonaparte, arrive en Égypte, avec dans ses bagages toute une série de savants, et c'est relevé de la littérature du monde égyptien, cette fascination pour les antiquités égyptiennes vont entraîner évidemment un regain d'intérêt pour cette civilisation entre guillemets perdue, et on le sait par après, le fait que les hiéroglyphes seront déchiffrés, notamment par Champollion, qui est la tête de pont, hein, en un premier temps, au niveau donc de ce déchiffrement extrêmement complexe. On rentre donc, par le biais de l'image, par le biais de la sculpture, par le biais énigmatique de ce que l'on croit être des symboles, dans une culture qui peu à peu va se dévoiler, mais au travers cette fois-ci de son écriture. On est quand même à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle. Et donc, à l'échelle du savoir, c'est quand même des découvertes très récentes. Bon, alors, on a les images là, avec l'image du Sphinx, les fameuses pyramides de Gizeh, et la représentation de ces savants qui accompagnent l'expédition de Bonaparte. Avec la question là derrière, Bonaparte était-il maçon? Ça, c'est un grand débat aussi. Certains pensent qu'il aurait été peut-être initié à Chypre. Enfin, il y a tout un imaginaire qui est là autour et qui mériterait aussi d'être creusé. Jusqu'à plus d'ample information, la majorité des spécialistes disent non. Enfin, là aussi, il y a deux écoles. Toujours est-il que cette campagne d'Égypte, beaucoup de francs-maçons sont dans les bagages, peut-on dire, de l'armée de Napoléon, et l'engouement pour les antiquités égyptiennes, bientôt doublé d'une fascination pour les ruines dans le romantisme, va permettre aux imaginaires de vagabonder vers l'Égypte et d'en faire un lieu vraiment très important sur le plan des imaginaires maçonniques. Peut-être passer à l'image suivante. Alors, je vais un peu passer en revue ce qu'on sait sur le plan de l'Égypte, des mystères, et de son lien avec, supposé avec la maçonnerie. Vous allez voir pourquoi sans doute
cette Égypte a fasciné les maçons. La rencontre des Grecs avec les Égyptiens va déboucher sur la création d'un culte que d'aucuns considèrent comme nouveau. Je ne vais pas trop rentrer dans ces débats de spécialistes, qui est le culte de Sérapis ou de Sarapis. Vous en avez ici deux représentations. De façon générale, ces cultes s'apparentent plus ou moins au culte de Pluton, de Hadès, le dieu des enfers. C'est ce que certains historiens des religions appellent un syncrétisme, c'est-à-dire la rencontre de cultes égyptiens classiques, notamment le culte d'Osiris et du bœuf Apis, avec le monde grec. Et ce culte sera particulièrement important à Alexandrie, à l'époque notamment de Ptolémée IV, avec l'importance qui va être donnée au Sérapéum, donc le temple où le culte de Sérapis était massivement rendu. Ce fameux Sérapéum qui sert aussi déjà à l'époque de silo à la grande bibliothèque et qui, lors des pillages à la fin de l'Antiquité, lorsque il sera détruit, emportera une partie de la bibliothèque d'Alexandrie. Et sans doute pas les ouvrages les moins intéressants, puisque chacun sait que les ouvrages qu'on ne lit pas sont souvent les livres les plus intéressants, bien sûr. Alors, beaucoup d'incertitudes planent sur le culte en question. Qu'est-ce qu'on en sait sur le plan théologique? Alors, Sérapis est considéré comme un dieu de l'au-delà, un dieu de la fertilité, et sa fonction est d'être un dieu sauveur. Vous commencez à comprendre pourquoi ça va beaucoup intéresser par après les chrétiens, tantôt parce qu'ils le voient comme un dieu concurrent, tantôt plus tard dans l'histoire, nos amis francs-maçons au XIXe siècle notamment vont avoir tendance à rapprocher ce culte du culte chrétien. Pourquoi est-ce que ce culte aurait été à ce point protégé par la dynastie des Ptolémées? Eh bien parce qu'il fallait sans doute forger un culte dynastique fort dont l'objet était de rassembler les différentes constituantes de ce qui était maintenant la population d'Égypte, à savoir ce que beaucoup d'égyptologues nommaient encore il n'y a pas longtemps les autochtones, dont par là les Égyptiens, et les Grecs qui étaient venus comme une sorte de coupole chapeauter le dispositif politico-social du pays. On ne parlera pas du judaïsme à ce stade, qui va être présent à Alexandrie et qui connaîtra une grande fortune, mais aussi des déboires, de par le fait précisément que, bien sûr, les juifs monothéistes ne se reconnaissaient pas dans des cultes comme ceux-ci. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du théologico-politique dans la forgerie du culte de Sérapis. Dès le début de la période dite hellénistique, donc après la mort d'Alexandre le Grand, on considère Sérapis comme un dieu oraculaire, donc il rend oracle. Il intervient notamment dans les songes, donnant des injonctions à ses fidèles, aux consultants, et rendant oracle si nécessaire. Et l'interprétation de ces injonctions, de ces images que Sérapis aurait distillées dans l'esprit des consultants était réputée avoir un pouvoir thérapeutique. Cette dimension thérapeutique est très importante quand on aborde le monde égyptien. Philon, déjà au 1er siècle, nous parle des thérapeutes à Alexandrie, qui sont des juifs qui se retirent à la fin de leur vie dans une vie de retraite. Et comme leur nom l'indique, thérapeute, thérapeutride, désigne donc des gens qui, à la manière d'un médecin prenant soin du corps, prennent quant à eux soin de l'âme.
Domas, un égyptologue, a bien montré que de tels types de pratiques existaient sans doute déjà avant l'époque des Ptolémées, avec des retraites au désert qui étaient menées par certains prêtres égyptiens. Et ce n'est pas un hasard, c'est au IIIe siècle de notre ère qu'un mouvement qui va connaître une fortune fabuleuse, le monachisme, va naître en Égypte. On n'oubliera jamais quand même que le monachisme chrétien, la vie d'ascète, la vie au désert, comme on le dira, et puis bientôt la vie cénobitique, donc dans des petits ermitages dans le désert qui se rassemblent, dont les membres se rassemblent pour certains cultes, va apparaître en un premier temps au désert égyptien. Le désert égyptien au IIIe siècle devient un lieu fort peuplé. Donc, c'est bien quelque chose de l'ordre d'une mystique au sens étymologique, d'une pratique initiatique dont il est question sur cette terre particulière multiséculaire. Donc un Dieu guérisseur. Mais rapidement, le Dieu va aussi se voir associer d'autres qualifications. C'est un Dieu qui protège les récoltes, et donc on va associer volontiers au cru du Nil, hein, au Dieu Nil. Le Nil est un Dieu, ne l'oublions pas. C'est un Dieu qui est donc associé aussi à la maîtrise des arts agricoles. C'est un Dieu protecteur de la richesse, parce que les récoltes, ça entraîne la richesse. C'est un Dieu auquel on attribue des vertus pour escorter les âmes, on est quand même dans le monde grec déjà, dans l'au-delà. Donc un Dieu, le mot est un peu lourd, psychopon, qui accompagne les âmes. C'est un Dieu qu'on associe volontiers à la symbolique des serpents. Donc un Dieu chtonien, c'est pas hasard, agriculteur, le serpent, une des grandes terreurs de l'Égypte. Donc les morsures des serpents, suivant le nombre d'amulettes visant à préserver des morsures de serpents que l'on a retrouvées, est assez surprenant, mais sur le plan archéologique, mais des guerres étonnants sur le plan de la menace que représentaient les Ophidiens à l'époque pour les mortels que nous sommes. Mais qui dit le serpent dit aussi le venin. Qui dit le venin dit aussi l'utilisation de cette substance à des fins médicales. Ce n'est pas hasard si plus tard, au travers de l'hermétisme, l'idée viendra, in coda venenum, l'idée viendra avec Paracelse et d'autres à la Renaissance, que c'est dans l'équilibre que se trouve le lien thérapeutique, et donc dans la dose, plutôt que dans la nature même du venin. Donc, très intéressant, le pouvoir guérisseur d'Esculape associé à cette figure hybride de Sarapis. Plus tard, on associera Sarapis avec Zeus Tout-Puissant, la symbolique de l'aigle, la symbolique du foudre de Zeus. Sarapis apparaît alors comme ce qu'on pourrait appeler un cosmocrator, donc un maître tout-puissant du cosmos, de l'ordre divin. Donc vous commencez à voir ici le lien assez profond avec le monde agricole, le monde de la fertilité, le monde chtonien, le monde de la richesse cyclique qu'entraînent les crues du Nil. Et enfin, nous y voilà, Sarapis va être associé assez facilement à la fameuse déesse Isis, qui protège Sarapis par ses rites magiques. Il apparaît même sous la forme d'un couple divin à Alexandrie. Alors Sarapis Isis, le pharaon et son épouse, avec, comme vous le savez, sous la dynastie des Ptolémées, souvent un lien de sororité familial entre les époux. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors Sarapis va devenir, d'un certain point de vue, un concurrent, peut-être qu'on pourrait employer le mot un peu savant, parèdre, un dieu qui apparaît toujours à côté des imaginaires entourant Osiris, bien sûr, le dieu des morts, époux de la grande déesse,
Alors, il faut aussi voir que un personnage qui est important dans l'aventure, outre Horus, qui est enfant d'Osiris et d'Isis, c'est Anubis, l'autre dieu psychopompe à visage de chacal. Et ces personnages divins, Osiris, Horus, Anubis, Sarapis, vont essaimer dans le bassin de la Méditerranée et on va le retrouver hors Égypte. Donc, on va y revenir, ils font partie de la diplomatie pharaonique. En effet, les pharaons hellénisés vont, au travers du culte de ces déités, Isis surtout, tenter d'influencer la spiritualité et d'autres traditions, de créer des sanctuaires d'Isis un peu partout dans le bassin de la Méditerranée où c'est possible, d'y exporter des prêtres égyptiens, c'est très intéressant, et ces sanctuaires servaient non seulement de lieux spirituels, notamment pour les marins égyptiens de passage, mais aussi d'antennes diplomatiques, on pourrait dire de légation pour les Égyptiens, et donc sont aussi des lieux où se nouent des relations commerciales avec les autres nations. Donc à l'époque hellénistique, le culte qui nous intéresse ici est un culte qui devient très important dans le dispositif diplomatique égyptien. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que certains empereurs romains, personnages comme Hadrien, Caracalla, Septime Sévère, ont une certaine admiration, une certaine dévotion pour ce culte, et qu'eux-mêmes s'inscrivaient volontiers dans une image égyptianisante. Ça fait l'objet de vives tensions politiques dans l'Empire romain. César, Cléopâtre, Cléopâtre, Marc-Antoine, nous sommes avec des personnages quand même qui ont cultivé cette image d'un culte divin reposant très fortement sur les imaginaires égyptiens, ce compris même à Rome, ce qui leur a été reproché, tandis qu'un personnage comme Octave, qui devient Auguste, premier empereur, Louis, se repose davantage, au Tibère, sur l'image de la Rome traditionnelle, éternelle, agricole, les dieux traditionnels de la cité, le Mos Maiorum, etc., etc. Donc il y a un arrière-fond, si vous voulez, de volonté d'internationalisation des cultes au travers de cette figure de Sarapis, et on va retenir à cet endroit que l'enjeu est théologico-politique. Et si vous me le permettez, de façon un peu iconoclaste, je dirais qu'il en ira encore pour les francs-maçons de même au XIXe siècle, mais on va y revenir. Le culte de Sarapis s'effondrera avec la montée en puissance des chrétiens. La destruction du Sérapéum d'Alexandrie a été un des grands moments de la fin de l'Antiquité, avec des philosophes, pour une fois courageux, défendant les armes à la main le Sérapéum, tandis que des chrétiens qu'on dépeint volontiers comme fanatisés le prenaient d'assaut pour en détruire les idoles. Une série de choses sont apparues à ce moment-là, notamment un mur s'est effondré, on a vu une clé de vie égyptienne, on a pensé que c'était la croix du Christ cachée derrière les murs du Sérapéum. La statue du dieu a été abattue, elle était partiellement en bois, on rapporte que des milliers de rats s'en sont enfouis. Dans les décennies qui vont suivre, les dalles du Sérapéum, qui étaient considérées comme ayant un pouvoir magique par la population, étaient évitées par les gens qui continuaient quand même à craindre ce lieu chargé de mystère. Bref, le culte de Sérapis va rentrer dans les imaginaires romantiques. Il est lié profondément à la fin de l'Antiquité. Il sera lié d'un point de vue mystique aussi à la magnifique figure de cette philosophe Hypatie, fille d'Hermon, qui va être aussi martyrisée par des moines fanatiques et assassinée. Sa mort marque aussi une certaine fin de l'Antiquité philosophique. Bref, c'est tout le mirage alexandrin et derrière l'épaisseur de l'Égypte qui apparaît au travers du culte de ce personnage qui est Sarapis.
Donc voilà, première étape dans mon exposé, l'épaisseur, disons-le, du rapport essentiellement, me semble-t-il, agricole et thérapeutique de la divinité. Alors vous allez retenir ceci, parce que je crois que c'est très important. Une des grandes techniques des systèmes initiatiques, je crois que je l'ai déjà dit, c'est d'utiliser les métaphores végétales pour le genre animal, les métaphores animales pour le genre végétal. Vous croyez que vous êtes un animal, vous avez du sang et vous n'avez qu'une vie. L'initiation vous apprend que vous êtes comme un végétal, au-delà des barrières de la mort. On vous croit mort, mais vous allez renaître et vous allez repartir de la même façon que les végétaux connaissent cette mort et renaissent cycliquement. C'est un jeu assez commun dans les systèmes initiatiques. On le retrouve ici. On retrouve aussi la notion d'espérance profondément liée à la thérapie, hein, qui va devenir aussi très importante dans l'idée de soigner son âme. Alors, soigner son âme à la fin de l'Antiquité, et peut-être que ça rebondit sur les maçons plus tard, au travers de la Renaissance et de l'émergence de la franc-maçonnerie par après, c'est aussi soigner son âme, devenir quelqu'un de meilleur, la rendre harmonieuse, la rendre une, et, du point de vue mystique, rentrer en résonance avec l'unité du tout. Cette prospective, c'était à la fin de l'Antiquité ce qu'on appelait la théurgie, qui ressurgira au XVIe siècle au travers d'un personnage comme Georges Gémis Pléton ou le cardinal Bessarion dans les imaginaires florentins et puis, on va dire italien, même si l'italien n'existe pas encore à l'époque. Qu'est-ce que c'est la théurgie? C'est l'opposé de la magie. Je vous ai parlé de Isis, grand personnage lié à la magie. Mais la théurgie, c'est non pas agir par des rites pour obtenir des bienfaits, ou des méfaits quelquefois, la magie noire. Non, la théurgie, c'est préparer son âme à laisser le divin se déposer en soi. Donc c'est rendre son âme comme un temple. C'est la création du temple intérieur, dans lequel le divin, s'il le juge opportun, peut se déposer. Cette image du temple intérieur, de sa construction, va être très importante dans les imaginaires maçonniques. Elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler la mystique maçonnique. Le myste, c'est l'initié. Alors certains, évidemment, y voient la métaphore d'une vie morale. D'autres y ont vu une résonance plus particulière avec leur façon de concevoir le divin. Bien sûr, il y a beaucoup de formes différentes qui peuvent être données à cette prospective psychologique. Il n'empêche, c'est tout de même assez fascinant. On va passer à l'image suivante, peut-être, si vous voulez bien. Alors ici, vous avez une certaine évolution maintenant du culte d'Isis à Rome. Or, c'est assez amusant. Au 1er siècle de notre ère, et une fois n'est pas coutume, je l'avais évoqué, je vais faire un peu d'humour déplacé en disant un brave sénateur romain qui aurait peut-être pu faire partie d'une certaine formation politique d'extrême droite de la Flandre d'aujourd'hui, se lève au Sénat et il dit, père conscrit, depuis que nous avons conquis le monde, c'était un peu excessif, mais quand on aime, on ne compte pas, avec ses esclaves, cette domesticité, Rome est devenue comme un cloaque vers lequel tous les égouts convergent. Et ce vieux sénateur fustige les cultes, ce qu'on appelle l'externa superstitio, par opposition évidemment aux cultes sacrés du mos maiorum, qui sont les cultes, n'est-ce pas, qui sont profondément liés au culte de l'enceinte du Pomerium à Rome, qui se pratique au sein de l'enceinte du Pomerium, le sillon, que Romulus aurait tracé quand il a fondé la cité devenue l'Ours, qui bientôt sera la cité éternelle, et c'est uniquement à l'intérieur de ce sillon sacré que pouvaient se trouver les temples des déités vénérées par les Romains comme étant leurs déités,
dirions-nous dans notre langage universel, tandis que les autres étaient des déités particulières. Donc ce vieux sénateur ne mâche pas ses mots, avec un mépris tout particulier vis-à-vis de cette domesticité faite d'esclaves, de domestiques, que sais-je encore, venus des confins du monde. Certes, du bout des lèvres, dont on concède la présence, puisqu'on en a quand même bien besoin pour faire les tâches que les autres ne veulent pas faire, mais enfin, qui ne vont quand même pas nous enseigner ce qu'est le rapport authentique au Dieu. 3 siècles plus tard, un sénateur romain prend la parole au Sénat. Il était peut-être tout aussi conservateur que le premier, mais il nous dit « Le sanctuaire d'Isis à Rome est le seul lieu pur de la cité. » En 3 siècles, Isis a conquis les Romains. Alors, je vais demander tout simplement à Aline et Françoise si j'avais déjà parlé au premier cours de l'affaire Paulina, puisque, comme vous le savez, la caractéristique des vieillards est de répéter la même chose très souvent et lentement, ce qui donne aux autres l'illusion qu'ils sont sages. En fait, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, dans mon cas, je dois être sûr que je n'ai pas déjà raconté cette affaire. Une anecdote. 1er siècle de notre ère, Rome, on est sous Tibère, sous l'empereur Tibère, qui affectait des mœurs austères. Un chevalier romain nettement moins austère, un certain Decius, tombe amoureux d'une dame de l'aristocratie qui s'appelle Paulina. Cette Paulina est une jeune femme bien sous tous aspects. Elle a épousé un dénommé Saturnius, certainement nettement plus âgé qu'elle, comme c'était souvent le cas dans les familles aristocratiques romaines. Et notre ami Mundus, il est amoureux de Paulina. Bon. Et donc partout où est Paulina, il la suit. Bon. Et comme ces gens passent leur vie en personnages de la jet set, vagabondant de cocktail en cocktail, eh bien partout où est Paulina, bien sûr, Mundus suit. Il la persécute de ses assiduités, elle en a assez, et donc elle lui fait savoir que si ça continue comme ça, elle en parlera à son mari. Alors là, Mundus est très embêté parce que, et l'affaire devient évidemment un vaudeville, il a parié avec les copains, bien sûr, qu'il s'enverrait Paulina, c'est évident. Et comme elle résiste, ben, il va perdre la face. Donc il ne sait plus très bien quoi faire. C'est Flavius Joseph qui nous raconte tout ça, l'historien juif de Rome. Alors, il a une idée, ce qui peut lui arriver une fois dans sa vie. Il sait que Paulina, avec certaines de ses affranchies, c'était des anciennes esclaves qui restaient attachées à leur ancienne maîtresse, lui rendaient visite, continuaient à rendre des services, etc., et donc avait un certain ascendant sur elle. Il sait donc que Paulina, avec certaines de ses affranchies, se rend régulièrement au sanctuaire d'Isis, à Rome, prier. Et ça donne une idée à Mundus. Donc il va aller au sanctuaire d'Isis à Rome, il rencontre un prêtre égyptien, j'en ai parlé, un alloctone, dirait-on aujourd'hui, peu scrupuleux. Il dit au prêtre d'envoyer une lettre à Paulina, ce que le prêtre fait bien volontiers, moyennant une somme d'argent qui lui est versée pour ses œuvres. Et cette lettre dit à Paulina, nous y voilà avec les dieux dont je parlais tout à l'heure, que le grand dieu Anubis lui-même, vous savez, le dieu à tête de chacal, a vu Paulina d'un œil très favorable, toujours une bonne nouvelle, et voudrait s'entretenir avec elle en son temple. Alors Paulina est assez flattée par le fait qu'Anubis en personne souhaite s'entretenir avec elle, et donc à l'heure dite, parce qu'Anubis est un homme précis et donc il donne des rendez-vous à l'heure, donc elle se rend nuitamment au temple d'Isis. Là, le prêtre la conduit dans une pièce, c'est amusant le nom, en grec il y a le même nom que là, une pièce haute, comme celle où Jésus a tenu la dernière scène, bon, c'est dans une pièce haute du temple, et là, Anubis en personne, avec son masque de chacal, attend Paulina.
Et puis Anubis lui dit des choses assez gentilles et poétiques, et puis Paulina se laisse quand même, disons, séduire par cet être merveilleux, et il se passe donc entre ces deux-là ce qui se passe quand les êtres se plaisent. Évidemment, vous l'avez compris, car vous êtes des esprits sagaces, perspicaces, caustiques, frottés à la dimension critique de la Cherverague, et donc vous savez que derrière, maintenant, le masque d'Anubis, il y avait bien sûr Mundus. Paulina rentre chez elle à moitié éméchée. Mundus va rejoindre des copains pour dire qu'enfin elle a gagné son pari. Super. Et donc, l'affaire aurait pu arrêter là. Mais Mundus, en parfait imbécile qu'il est, son triomphe ne serait pas total si évidemment tout le monde n'était pas au courant. Et Paulina elle-même, des fois qu'elle n'aurait pas compris. Et donc, le voici se vantant partout, dans tous les lieux où il ne faut pas à Rome, du fait qu'il a obtenu ce qu'il voulait de cette belle dame. Et c'est là que l'histoire vaudevillesque redevient antique. Paulina a compris que maintenant les mâchoires du piège se referment sur elle. C'est une matrone romaine, elle fait partie de l'aristocratie, elle est prêtresse chez elle, elle risque rien de moins que la mort. On revient dans l'Antiquité. Et donc cet imbécile qui n'arrête pas de parler la met directement en danger. Alors elle prend les devants, parce que c'est le personnage intelligent de l'histoire. Et elle va trouver son mari Saturnius et elle lui raconte tout. Je ne sais pas si vous savez, mais les maris détestent ce type de plaisanterie. Ça fait un point commun entre Saturnius et nous aujourd'hui. Et donc, Saturnius prend son bâton de pèlerin, va direct au Palatin pour rencontrer l'empereur Tibère, et le texte nous révèle que là, Tibère, en fait, avait ce qu'on appelle des amis de l'empereur. Les amis de l'empereur, ce n'est pas un vieux pote avec qui il buvait un godet le soir après les heures de bureau, non, non, les amis de l'empereur, ce sont des gens qui ont plu à l'empereur lors d'un voyage, que l'empereur a reconnu comme des conseillers intéressants, auxquels il donne un titre ami de l'empereur, et ceux-là avaient la prérogative de pouvoir court-circuiter l'administration, ce qui n'est pas une petite affaire, et directement rentrer dans le bureau de l'empereur pour lui expliquer des choses si nécessaires. Donc il a accès directement au bureau de l'empereur. Alors, si tout Rome est en train de bien s'amuser de l'affaire, il y a deux personnes qui ne rient apparemment pas du tout, c'est Tibère et Saturnius. L'empereur prend des décisions. Restez bien assis parce que c'est surprenant. Bon, le prêtre égyptien délicat est crucifié. Mundus est envoyé en exil. C'est une mesure de salut public. Bon. Le temple d'Isis est rasé. Et l'idole d'Isis est jetée dans les Tibres avec des malédictions. On a retrouvé des idoles de ce type, pas celle-là sans doute, d'autres déités, entre guillemets, exogènes à Rome, qui avaient subi ce sort. On voit la boucle de l'Antiquité qui se resserre autour du vaudeville. La seule qui sortait magnifiquement bien, c'est Paulina, qui apparaît donc dans tout ça comme étant la femme romaine vertueuse par excellence. Bon, au lendemain, quand même, de la journée des femmes, je ne résiste pas à la tentation d'indiquer l'intelligence de ce personnage qui tire son épingle du jeu superbement dans cette aventure. L'enjeu de divinité étrangère à Rome, ayant un culte qu'il aurait rendu dans Rome, est un enjeu crucial. Ce sera une bataille entre les sectataires des différentes religions, différents cultes, j'emploie à tort le mot religion, dit à mystère, que d'avoir progressivement leur sanctuaire dans l'enceinte du Pomerium et d'être peu à peu reconnus comme étant des cultes appartenant à l'appareil même du dispositif religieux et sacerdotal romain. C'est une bataille sur plusieurs siècles. Un de ces cultes de l'externa superstitio, vu par les Romains, a fini par s'imposer, c'est le christianisme. Vu par les Romains, le christianisme était un des cultes de l'externa superstitio dans leur façon d'appréhender les choses. Bon, ça, c'est une anecdote qui nous type un peu les choses. Un siècle plus tard,
Apulée de Mador, l'auteur du fameux livre L'âne d'or, va nous dépeindre les tribulations d'un jeune homme Lucius, qui se rend en Grèce, et là, en Grèce, non loin de la ville de Hypatie aujourd'hui, va connaître un destin curieux. En effet, il va être transformé en âne. Alors bon, je passe un peu les détails, même si je me donne envie de vous raconter. Enfin bref, il arrive là-bas, il tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Photis, s'appelle Lucius, elle s'appelle Photis. Lucius en latin, bon, lux, la lumière, phos en grec, la lumière, c'est deux lumières, la masculine, la féminine, qui se rencontrent dans l'aventure. Cette Photis est esclave d'une maîtresse redoutable qui s'appelle Pamphylias. Cette femme est une magicienne redoutable, capable de se transformer en chouette la nuit. Lucius, qui est un passionné de tout ce qui est les mystères et autres, hein, il aurait suivi la Cherverague avec volupté, veut absolument lui aussi essayer ces tongans qui permettent de se transformer en oiseau et prendre son envol. Bon, Photis, par amour de lui dit « je sais tout ce qu'il faut faire ». Lucius s'enduit de longan, et hélas, il ne se transforme pas en Bobo, la chouette d'Athéna, il se transforme en âne. Donc le voilà, avec des sabots, il ne sait plus parler, des longs poils, etc. Et tout ce qui va avec aussi en termes de longueur, mais que ma pudeur légendaire ne va pas dévoiler ici. Donc Photis le conduit à l'écurie, lui dit « pas de problème, je connais l'antidote, il faut manger des roses. C'est très simple, j'arrive demain. » Bon. Mais malheureusement, le lendemain n'arrive pas, car pendant la nuit, des voleurs surgissent, emmènent l'âne dans les montagnes, et voilà les avatars de Lucius qui vont commencer dans le roman d'Apulée qu'est l'âne d'or. On voit bien la métaphore, nul ne peut faire l'économie du chemin, on ne gagne pas la sagesse uniquement par magie, il faut l'épreuve du temps, et Gueule bien plus tard dira la chouette de Minerve, la chouette d'Athènes, ne prend son envol qu'au crépuscule. Mais notre âne, l'antidote, il le connaît maintenant, c'est manger des roses. Mais jamais il arrive à le faire. Il y en a partout, mais chaque fois qu'il s'approche, il se passe quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à manger ces roses. Alors il va passer entre les mains de toute une série de personnages plus épouvantables les uns que les autres, jusqu'à arriver au comble du désespoir. Il s'est enfoui, il est là, quadrupède malheureux devant la mer, et il va prier. C'est un des plus beaux textes du texte d'Apulée. Il va prier qui? Isis. Isis, et là, l'Isis myrionyme, celle qui a plusieurs noms, celle qui a énormément de noms, et il passe en revue toute une série de déesses, les unes après les autres, en disant « mais c'est toi, c'est une de tes puissances, c'est une partie de toi. C'est toi que je vénère, c'est toi que j'adore, mais au travers de toutes les puissances que j'énumère, Aphrodite, Héra, enfin, etc., toutes ces déesses, finalement, sont une partie de la féminité que tu englobes, toi, en tant que grande déesse magicienne. Viens à l'aide de moi, pauvre âne, qui ne retrouve pas mon corps d'humain. » Et la phrase clé de tout le roman est là, « rends à Lucius, Lucius, donc rends la lumière à la lumière », ce qui est peut-être un des plus beaux moments de la littérature initiatique de tous les temps, me semble-t-il. Rends la lumière à la lumière. Et la déesse, qui lui apparaît dans sa bonté au-dessus des flots, aucun songe à Notre-Dame des flots, par après, Turcan a écrit un beau chapitre là-dessus dans un de ses livres sur les cultes à mystère. La déesse donc lui dit, demain, au moment où tu sortiras de l'écurie, un prêtre descendra la rue dans un cortège, il aura des fleurs en main, ce sont des roses, tu les mangeras et tu retrouveras ton corps humain. Ce que notre ami Lucius va faire, il bondit de l'écurie, se précipite, le prêtre le voit. Il lui dit, ah mais c'est toi, la déesse m'a fait rêver qu'un âne venait manger des roses dans mes mains. Il lui tend les roses, il les mange, il redevient un homme. Le thème du double songe, qu'on retrouvera bien plus tard sous la plume d'un certain Luc, quand il nous parle du miracle qui rend la vue à Paul par le truchement du baptême d'Ananias. Donc le thème du double songe, l'initiateur et l'initié
ont un même songe ensemble, ce qui scelle le destin initiatique des deux personnages. Or, le prêtre est évidemment un prêtre d'Isis. La littérature grecque puis latine, ici, foisonne de ces allusions. Peu à peu, ce culte devient un culte très important dans le bassin de la Méditerranée. Il est profondément lié à la féminité, il est profondément lié à la complémentarité, on n'est pas dans l'égalité, hein, de la relation homme-femme sur le plan spirituel, et c'est un culte qui sera de première importance. On le voit au travers de cette antiquité tardive se joue souvent la question de l'énothéisme avec un H, c'est-à-dire de l'unité de l'ensemble des cultes polythéistes qui font un autour d'un personnage important. Ici, on voit que c'est Isis, ça peut être Apollon, ça peut être d'autres dieux. Bon, c'est Isis qui retient notre attention ici dans l'importance du culte isiaque. Ce qui me semble très important pour comprendre la fascination que tous ces récits vont exercer sur les francs-maçons, c'est le fait que, c'est mon hypothèse, hein, les francs-maçons on peut passer à l'image suivante peut-être, les francs-maçons du XVIIIe siècle et puis du XIXe cherchent peu à peu à concurrencer l'omniprésence du monothéisme. On n'oubliera pas que au moment où tous ces cultes deviennent importants dans les imaginaires maçonniques, on les voit beaucoup apparaître dans l'architecture. Vous le savez, je crois qu'il y a peut-être l'image suivante pourrait... je crois que j'ai repris quelques exemples de temples maçonniques. Malheureusement, il n'y a pas de slide suivante. C'est peut-être avant. Je crois que j'avais mis des temples maçonniques d'inspiration égyptienne, ou alors sans m'en rendre compte, j'ai détruit la slide, mais il faut jeter un coup d'œil. Enfin, peu importe, autrement je les amènerai la prochaine fois. On connaît ceux de la rue de Laeken que vous avez vus sur le site de La Pensée et les Hommes, mais il y en a à peu près dans toutes les grandes villes du monde. Cette importance architecturale réapparaît aussi dans les textes et dans les rituels maçonniques, où ces histoires, vues, recorrigées, remaniées, sont mises en parallèle des légendaires juifs et chrétiens. Donc, pour le dire autrement, l'histoire de Jésus, on va la mettre en parallèle avec celle d'Osiris. L'histoire du Dieu d'Israël, on va la mettre en parallèle avec celle de Sarapis. On ne va pas hésiter à faire des rapprochements qui peuvent apparaître comme étant de l'histoire des religions comparées, disons, hein, pour faire assez bref, mais qui en fait sont très importants du point de vue idéologique, parce qu'ils visent, on est en plein moment dans le conflit avec Rome, hein, c'est le moment où tout ça va se fixer, c'est le moment où les condamnations pontificales à l'époque de l'unification d'Italie pleuvent. Or, ceux qui unifient l'Italie, dont Garibaldi, c'est des francs-maçons, c'est des carbonari. Rome fulmine pas tellement contre des francs-maçons partout dans le monde, Rome fulmine contre ce qui est en train de se passer dans ces États pontificaux. C'est ça qui est la clé. Et c'est une façon, finalement, dans ces loges qui sont pour majorité chrétienne, avec quelques juifs en leur sein, de rappeler que ces religions qui sont encore là, qui sont encore actives, par rapport auxquelles beaucoup ont encore une grande piété, à laquelle beaucoup associent encore l'ordre social, hein, que ces religions ont eu des parallèles, que ce sont des mythes et non pas uniquement l'histoire, comme on le laissait entendre, que ces parallèles avaient leur force, avaient leur dimension poétique, avaient leur intelligence, donnent à penser. Et peu à peu, ce qui transparaît là derrière, eh bien, c'est que finalement, les christianismes, le judaïsme, ce sont des religions parmi d'autres. Et donc, on commence, dans le sillage de travaux qui sont menés par les anthropologues de l'époque, plutôt on disait les ethnologues, de montrer que
cette façon d'exprimer l'intersection entre le visible et l'invisible, elle est commune à toutes les sociocultures, elle se décline de façon diverse, mais en même temps, elle permet de replacer les monothéismes dominants là où ils doivent être, c'est-à-dire à l'endroit où l'histoire leur donne un sens. Et il y a une menace qui est là derrière, et qui n'est pas inintéressante. Cette menace, c'est de dire attention, les religions un jour se meurent. Attention, ils croient qu'ils sont complètement dominants, mais peut-être qu'un jour ils seront balayés. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une indication politique discrète, mais bel et bien présente. Et ce que je veux dire par là, contrairement à ce que certains spécialistes de la maçonnerie disent, je pense que, notamment l'Église catholique, qui, comme on le sait sur le continent, était très dominante, a bien perçu aussi cette menace, et que cette inquiétude, et puis disons-le, cette haine progressive des francs-maçons ne reposait pas sur rien. Elle reposait sur une inquiétude qui était peu à peu d'apparaître comme étant une religion parmi d'autres, d'apparaître comme étant un mythe parmi d'autres, d'apparaître comme étant une religion parmi d'autres qui un jour aurait peut-être une fin. Qu'est-ce que le christianisme si on le compare avec la tradition égyptienne? Donc, il y a quelque chose qui était quand même, à mon avis, assez idéologique et qui dépasse le simple horizon du romantisme ou le simple intérêt pour les cabinets de curiosité égyptiennes ou bien l'archéologie naissante ou bien déchiffrer les hiéroglyphes. Donc la science venait fort heureusement à la rencontre d'une préoccupation qui, elle, était d'ordre sociopolitique, osons le dire, dans le chef de certains maçons, à mon avis, théologico-politique. Et là, pour conclure cet exposé de la chaire Verhaegen d'aujourd'hui, se pose à mon avis une question qui est assez intéressante. C'est dans quel contexte est-ce que ça a pu émerger dans les loges maçonniques? Prenez la Belgique. Si ma mémoire est bonne, et les historiens me reprendront si je me trompe, mais au moment de la Révolution belge, il y a entre 1300 et 1400 maçons. C'est tout petit nombre de personnes. Leur importance, elle est due à quoi? Elle est due que par la magie du suffrage censitaire, si ma mémoire est toujours aussi bonne, il y a plus ou moins 10 000 votants en Belgique, ils votent quasiment tous, car ils sont issus de milieux sociaux assez privilégiés. La majorité de ces personnes qui vont adhérer à la maçonnerie au fil du XIXe siècle, ce sont des gens qui sont cultivés, ce sont des gens qui ont fait des études. Et quel type d'études? Des études classiques. On étudie le latin, on étudie le grec. Les médecins de Molière ne sont pas si loin que ça. Hein. Bon, donc, même dans les facs de sciences, ce sont les langues anciennes qui sont encore dominantes. Les humanités, c'est ce qui va les couler d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, elles deviennent des espèces de lieux idéologiques et donc ne sont pas si intéressantes qu'on pourrait le croire. Et donc, les maçons qui rentrent dans ces rites, s'y retrouvent assez facilement, ou du moins, ils ont un vernis culturel qui leur permet de les comprendre. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à relire quelques passages de rites, bon, ils sont tous sur Internet, hein, du XVIIIe et du XIXe siècle. Si même vous êtes féru de sciences et religions, il y a des allusions que vous ne comprenez pas. On est extrêmement allusif par rapport à la Bible pour une raison très claire, on la connaît par cœur. On connaît ces textes, on les a visités, on connaît ces histoires. Et d'ailleurs, quand on lit aujourd'hui avec intérêt ces rituels, on se rend compte qu'ils ont vieilli parce que l'histoire a évolué tout de même et on les lit autrement. Donc il n'est pas étonnant que ces imaginaires se déploient et du côté monumental au travers des temples et des bâtiments maçonniques. Il n'est pas étonnant que les maçons de l'époque se projettent volontiers dans ce passé qui est davantage, eux, affublé des oripeaux égyptiens ou grecs que les anciens eux-mêmes. Bon, mais ça, c'est encore un autre débat. Il y a là quelque chose qui est un détour par l'exotisme pour mieux revisiter leur propre époque et avoir des outils symboliques pour contester un pouvoir politique qui ne leur plaît plus. Alors, ce pouvoir politique aura des facettes multiples. Ça peut être un pouvoir politique de l'ordre de la royauté,
verra quand même qu'elle revient en force en France au XIXe siècle. Ça peut être un pouvoir politique de l'ordre d'une trop grande compromission pour eux avec une église donnée. On songe à la Belgique de la moitié du XIXe siècle. Ça peut être un pouvoir politique auquel ils veulent volontiers associer l'image d'une sorte d'œcuménisme religieux. On pense à l'Angleterre victorienne. Hein. On a quand même deux tendances qui, me semble-t-il, se dessinent. Il y a une tendance qui est une maçonnerie chrétienne confortablement installée, qui se voit comme une héritière des Lumières et en même temps une maçonnerie civilisatrice pour les autres peuples au travers du christianisme. Il y en a beaucoup de condescendance, mais il y a aussi une franc-maçonnerie réticulaire qui s'installe partout où il y a des colonies anglaises. Songe à la loge mère de Kipling, où on va retrouver des gens de tendances différentes dans les loges, dans une espèce d'idée d'égalité entre les humains, et on sait ce que ça veut dire aussi sur le plan du colonialisme, puisque très vite se dessine aussi l'idée que certains sont plus égaux que d'autres. Enfin, les loges sont bien importantes dans cette idée qu'on va rassembler des élites intellectuelles, sociales, ensemble, pour faire corps au sein d'un empire à ce point important que l'Angleterre exerce son hégémonie sur le quart de la planète et apparaît comme étant la première puissance orchestrant une diversité de peuples et de croyances telle qu'on a bien besoin d'un lien comme celui-là pour imaginer quand même qu'il y a des liens entre toutes ces spiritualités, toutes ces cultures, toutes ces religions. Donc il y a aussi un projet là derrière qui est tout à fait autre que le projet continental, mais qui est un projet plutôt, à mon avis, à lire dans l'épaisseur du colonialisme. Donc je pense que ces antiquités-là étaient vraiment, entre guillemets, bienvenues. Puis n'oublions pas que peu à peu, dans l'héritage de la fin du XVIIIe siècle, nous avons des personnes qui tentent d'asseoir une dimension symbolique et spirituelle autrement qu'au travers des monothéismes ou des religions ayant pignon sur rue. On peut songer aux déistes, aux théistes, bientôt les athées, les agnostiques, hein, qui vont se revendiquer comme ayant eux aussi une richesse intérieure, eux aussi une vie de l'esprit, eux aussi quelque chose à dire aux autres sur le plan de la façon de grandir, de devenir meilleur, que sais-je encore. Donc là, on est vraiment avec des gens qui sont en quête d'une légitimation ailleurs que dans les grands systèmes de pensée monothéistes traditionnels. Et il faut donc faire attention aux thèses, à mon avis, qui réduisent la franc-maçonnerie de l'époque à une sorte de lieu de divertissement, à une sorte de lieu où la gentry s'épanouit dans des rites du côté anglais, loin des dames dont on sait qu'elles peuvent entraîner, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes, ou bien du côté français, en associant les dames dans une logique de complémentarité, pas d'égalité au XVIIIe siècle, et puis en les écartant sous la maçonnerie militaire au fond de Napoléon et sous la maçonnerie plus conservatrice du XIXe, plus républicaine, la maçonnerie devient un peu un lieu de projection des fantasmes sociaux et politiques. Donc je pense que ça dépasse le cadre de la convivialité, des cercles d'amis, du divertissement. Il me semble qu'il y a autre chose qui se joue et que les humanités classiques étaient bienvenues pour venir en renfort, pour conforter ces maçons qui, au fond, évoluaient dans un monde qui était en pleine mutation. Toute la question qui se pose, et je n'ai pas la réponse, c'est aujourd'hui, ces modèles-là sont à bout de souffle. Il n'y a plus grand monde qui a rencontré ces espaces mythologiques et symboliques dans ces études. Ces études sont devenues un champ de spécialisation. Les temples maçonniques sont de plus en plus énigmatiques, même pour les maçons qui s'y rendent. Les mythes antiques ne donnent plus à rêver, sinon à quelques personnes qui en ont fait un champ de spécialité personnelle. Donc on peut se demander
quel sera l'avenir de ces rites maçonniques, de ces symboles inspirés de l'Antiquité, de ces mythes rapprochés avec le monothéisme dans les décennies qui viennent, et si il n'y a pas un danger à un moment donné que la maçonnerie devienne un lieu de folklore à ce niveau-là, c'est-à-dire un lieu où on évoque ces traditions sans trop savoir encore ce qu'elles représentent, parce que d'autres l'ont fait avant et qu'on y trouve un certain plaisir, un certain exercice de la nostalgie. Donc, si la maçonnerie est une tradition en vie, et là je mets ma casquette de maçon, elle va devoir certainement revisiter ses mythes fondateurs, sous peine de devenir un lieu d'enseignement, mais ce n'est pas son objet, ou bien un lieu à ce point opaque pour la majorité des personnes qu'elle n'attirera plus ceux qui ont envie de creuser un peu mieux eux-mêmes au travers de la pensée de l'autre avec un grand A, ce qui reste encore une des grandes façons pour l'homme d'apprendre. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est toujours très difficile de parler sans vous voir, mais bon, bien, ça continue et c'est mieux que rien. Alors, il y a des questions qui sont venues, moins que la dernière fois. Une question qui dit « Bonjour professeur, merci encore pour ce cours si instructif. » Bon, merci. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance pharisienne en maçonnerie à chercher à accumuler les symboles pour une pratique symboliste en oubliant finalement que l'essentiel est ailleurs et que les symboles ne sont tout au plus que des outils? Je ne sais pas trop si c'est pharisien, ou c'est pharisien dans le sens de Matthieu qui les traitait volontiers de sépulcres blanchis, étant sans doute lui-même un des leurs. Mais il y a un danger qui existe à mon avis, qui est de considérer que la franc-maçonnerie, les francs-maçonneries, seraient une sorte de jardin secret, hein, où on va de temps en temps un petit peu visiter les lieux, où on a un moment de petite magie personnelle, où enfin on est avec des individus qui ont l'air d'être un petit peu plus sympathiques qu'ailleurs, et puis où on retourne à l'extérieur, où l'homme est un loup pour l'homme. Cette lecture de la maçonnerie, à mon avis, n'est vraiment pas bonne du tout, même si on peut la comprendre, parce que quand on va mal, on est content de se trouver un endroit où on se sent plutôt mieux. Mais le danger, c'est qu'alors ça devient eux et nous. Comme si à l'extérieur, ce que les maçons appellent le monde profane, tout était laideur, violence et volonté de puissance, et à l'intérieur de la maçonnerie, le monde des initiés, tout serait semblable à ce sanctuaire d'Isis du IIIe siècle dont vous avez vu une des fresques, irénique, et on baignerait dans une sorte de fraternité qui serait unique au monde. C'est une erreur sur les deux plans. Et je ne crois pas que c'est la vocation de la maçonnerie. La vocation de la maçonnerie, c'est de mieux se connaître ceux qui nous entourent directement, pour un jour être capable de devenir fraternel avec l'ensemble du genre humain. Ça, c'est véritablement, à mon avis, l'orientation philosophique de la maçonnerie, sa principale orientation. Si ça devient un lieu d'exclusion, un lieu de l'entre-soi, elle perd beaucoup de sa valeur sur le plan humain. Mais on peut comprendre que si quelqu'un va mal et qu'il n'a qu'une maçonnerie qui se sent bien, bah, tant mieux pour lui. Mais ça doit être alors un moyen de se ressourcer, de se recentrer sur soi-même, d'être un peu porté par les autres, mais pour sortir de ces barrières, la maçonnerie n'est pas un zoo pour nostalgiques. Alors, Platon a servi le christianisme en lui permettant de devenir si religion d'État sous Constantin. Pourquoi Hypatie, étant néoplatonicienne, fut-elle exécutée par des chrétiens au IIIe siècle à Alexandrie? En quoi la philosophie de Plotin est-elle en contradiction avec la chrétienté? C'est beaucoup de questions dans une. Alors, le christianisme, à la fin de l'Antiquité, loin d'amener la paix, a plutôt amené des troubles, entre chrétiens d'abord, beaucoup d'attestations de massacres entre chrétiens. Et puis, dans pas mal de régions de l'Empire, il y a eu des tentatives de prise de pouvoir qui étaient des tentatives politiques, centrées autour de la volonté de puissance de certains évêques et de certains groupes aussi de personnages qu'on appellerait aujourd'hui des fanatiques. Et Alexandrie n'a pas échappé à la règle. Pourquoi Hypatie a-t-elle été emmenée dans la tourmente? Elle a été atrocement tuée, hein, pour peu qu'il y ait des belles morts. Enfin, on a
apparemment découpé à coups de coquillages dans une église, sans doute après l'avoir plus que molesté. Donc, c'est une fin terrible, c'est une martyre au fond du polythéisme. La mauvaise conscience chrétienne a d'ailleurs été telle que certains théologiens ont dit après qu'elle a été sanctifiée au travers de la figure de Sainte Catherine, hein, du désert. Donc, ça reste à des moments difficiles de l'émergence du christianisme que ce crime contre cette pythagoricienne. Il est probable qu'elle n'a pas vu le vent tourner. Elle appartenait à une confrérie où les femmes enseignaient depuis des siècles. Elle appartenait, contrairement à ce qui a été écrit, à un milieu de l'intelligentsia alexandrine. Son père était un académicien alexandrin. Elle n'a certainement pas vu que le monothéisme amenait d'autres façons de voir le monde, dont une qui a très fortement marginalisé les femmes. Alors après ça, certains viendront me dire, mais non, pas de cette manière. Oui, sans doute, mais sur le plan de l'exercice du pouvoir, notamment en pédagogie, clairement, à mon avis. Donc, elle a certainement été emportée de cette manière dans la tourmente. Bon, sur Plotin, je ne vais pas répondre parce que là, ça devient assez technique, du point de vue philosophique. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les grands penseurs de la fin de l'Antiquité, je pense à Plotin, je pense à Proclus, sont des auteurs qui finalement dialoguent assez peu avec les chrétiens. Bon, Plotin, on a bien des textes contre les gnostiques, mais ils voyaient ce monde-là comme une sorte de clapotis quelconque, et eux se lisaient comme étant une élite. À mon avis, c'est assez net jusqu'à la fin de l'Antiquité. Le dialogue, hormis quelques propositions les disqualifiant ceux d'en face, c'est pas leur objet. Ils ont l'impression d'être assis et installés au cœur de ce qui est, du point de vue des idées. Ils sont convaincus, à mon avis, que c'est chez eux que ça se passe. Or, l'histoire va montrer que c'est le contraire. Nous pouvons peut-être en tirer quelques leçons aujourd'hui si nous ne voulons pas nous réveiller un jour avec le même sentiment de devenir des marginaux au sein d'un monde où on croyait être au centre. Enfin, c'est de nouveau une opinion personnelle. Pourquoi la franc-maçonnerie sur le continent s'est-elle plus inspirée des mythes de l'Égypte antique? Bon, je crois que c'est l'expédition de Bonaparte et le triomphalisme lié autour des hiéroglyphes. Mais l'égyptomanie sera aussi très présente, notamment aux États-Unis. Donc, l'Égypte donnait à penser, mais enfin, le triomphalisme lié autour de l'expédition de Bonaparte a certainement beaucoup contribué à cela. Comment resensibiliser les jeunes à l'écoute et à la compréhension des mythes? Je ne sais pas s'il faut sensibiliser la population au bienfait de la maçonnerie. Dans cette optique-là, non. Par contre, la paupérisation de l'enseignement en matière d'études des religions comparées, en matière d'études des spiritualités, des langues anciennes, etc., à mon avis, est très préjudiciable. On en voit un effet très concret, par exemple, aux États-Unis. C'est un pays, l'ensemble d'États, où il y a des universités de très haut niveau, avec des spécialistes éminents en ces matières. Mais c'est une spécialité. On étudie le grec, on étudie le latin ou autre chose, comme s'il s'agissait d'étudier la biologie moléculaire, ou que sais-je encore. On a les meilleurs spécialistes, ou de très bons spécialistes, ils défendent la discipline. On n'a jamais demandé à Vacher du Middle West de comprendre quelque chose sur les livres, on s'en moque. Or, ce type de posture politique, on en voit toutes les limites. Dans une démocratie, c'est pas tenable. Dans une démocratie, le citoyen doit être éduqué. Et l'éducation du citoyen n'est pas optionnelle. C'est pas quelque chose qu'il fait s'il en a envie ou s'il n'en a pas envie, s'il le sent, s'il le sent pas, ou pour reprendre une phrase ado, peut-être déjà un peu vieillie maintenant, c'est mon truc ou c'est pas mon truc.
dans une démocratie, le citoyen doit être capable de s'éclairer par lui-même. Et pour s'éclairer par lui-même, il doit avoir accès à une certaine culture, et il doit avoir accès à ce qui constitue les bases et les fondements du système sociopolitique au sein duquel il évolue. Et malheureusement, c'est très net dans de nombreuses régions de par le monde, ça ne rentre pas dans les purs, parce que souvent ça gêne, il faut dire aussi, puis ça nécessite des moyens, et puis ça va contre la notion utilitariste des études et la légitimation d'utilitarisme aux yeux des bailleurs de fonds en termes de marketing plat politique. Et puis même, ça apparaît comme étant une sorte de discours des élites que l'on disqualifie volontiers au profit d'autre chose. Or, la paupérisation des études disqualifie massivement ceux qui sont les plus démunis. Pour le dire autrement, les classes dominantes, mais elles n'en ont que faire. Elles enverront leurs enfants dans les grandes universités, elles enseigneront à leurs enfants ce qu'il faut enseigner pour avoir une dimension sur le plan humaniste et autres. Ce n'est pas le problème. Mais dans quelle optique le feront-elles? Uniquement pour se conforter elles-mêmes comme étant supérieures aux autres? C'est l'opposé même de l'idée de démocratie, où le citoyen doit être capable de s'éclairer par lui-même, choisir le meilleur pour lui, avoir l'esprit critique, être capable de discriminer entre les sources qu'on lui propose, être capable de proposer d'autres modèles que ceux qu'on lui montre comme étant la vérité en soi, alors qu'on sait que ce n'est jamais qu'une certaine feuille de papier entre ceux qui se dérobent et leurs pensées. Et ça, à mon avis, on est en train de passer à côté complètement. Donc, les humanités comme idéologie dominante, non. Mais, donc l'humanisme, je dirais qu'aïsme, non. Mais l'épaisseur culturelle et la capacité de se repérer au travers d'une multitude de traditions, oui. Comment peut-on imaginer un monde qui soit un monde, qu'on le veuille ou pas, qui est de plus en plus cosmopolite? Est-ce que vous voyez le nombre de nationalités qu'on rencontrait rien que sur le campus de l'ULB? Et vous ne faites pas croire à un Espagnol, il y a un Catalan qui sont du même pays, et ça tombe bien, ce n'est pas toujours le cas entre un Wallon et un Flamand non plus. Donc toutes les sensibilités que nous rencontrons au quotidien, partout, et ne pas disposer des outils qui permettent d'entrer en contact avec l'autre, de s'enrichir avec l'autre, du point de vue culturel, c'est vraiment très frappant. Et il suffit de voir par exemple l'apprentissage des cours de langue. Vous pouvez aujourd'hui faire 6 ans d'anglais sans avoir fait une phrase de littérature anglaise, 6 ans de néerlandais sans avoir jamais étudié une ligne de Vondel. Donc vous avez accès à quoi? À la capacité de traduire dans toutes les langues le fait que vous voulez une tasse de café ou que vous voulez faire payer autant pour un objet. C'est affolant. Donc on nous vante un monde pluriel, métissé, cosmopolite, dont il pourrait surgir quelque chose de bon, et je crois que c'est vrai, et en même temps, on ne donne pas au niveau de l'éducation les moyens qui permettent de rentrer en contact avec l'autre efficacement sur le plan des idées pour créer ce monde. Plus paradoxal que ça, il n'y a pas. Et on persiste. On persiste à faire plus du même dans cette voie-là. Pour des raisons que moi je considère, je suis un peu polémique, mais comme étant purement démagogiques. Et donc je crois qu'il faut vraiment réfléchir en profondeur sur demain de ce point de vue-là. Bon, ce sera moins pour ma génération que pour la suivante, mais elle a un gigantesque chantier devant elle. Alors, la franc-maçonnerie doit aussi passer par une modernisation Vatican II maçonnique, et vu la pluralité de la franc-maçonnerie, certaines loges n'ont pas déjà commencé le travail. Oui, certainement, bien sûr. La modernisation, chaque génération doit l'assumer. La notion même de la tradition n'a de sens que si elle est évolutive. Autrement, ce n'est pas une tradition. Ça devient une sorte de mantra qu'on répète. Donc la maçonnerie doit passer par là. Et je dois dire, je pense qu'aujourd'hui, les principales obédiences belges tentent de le faire. Pas toujours simple, mais elles tentent de le faire. Voilà donc comment je répondrai. Donc la Belgique, de ce point de vue-là, est un lieu qui me semble relativement ouvert, ce qui est plutôt positif.
la question des rituels, faut-il les revoir, etc., sans doute. Je crois qu'il va falloir davantage expliquer, davantage sensibiliser, peut-être laisser entrevoir le fait que ce ne sont pas uniquement des poèmes ou des petites phrases jolies que l'on peut sortir dans un salon pour faire bien devant telle ou telle personne, qu'il y a autre chose qui se joue là derrière. Certains livres déjà le font très bien, évidemment, certaines études, mais il est certain que la maçonnerie de demain devra en passer par une attention accrue sur le sens de ce qu'elle véhicule. C'est peut-être une chance d'ailleurs. Si les religions devaient disparaître complètement, par quoi pourraient-elles être remplacées? Pas par les francs-maçons sans doute, non, je crois que les francs-maçons n'y arriveront pas. Quand je vois le nombre qu'ils sont, c'est peu probable. Bon, les religions évolueront, je ne sais pas si elles seront remplacées. D'autres modèles prendront le relais. Ce qu'on voit se dessiner aujourd'hui, je trouvais parfois un peu inquiétant parce qu'on insiste très souvent à un renouveau au niveau d'une forme de piétisme un peu naïf ou faussement naïf, comme si la religion devait être le lieu où tout d'un coup la raison était complètement mise de côté. Ça, c'est inquiétant. Donc là, peut-être que les francs-maçons ont un devoir de rappeler que visiter les rites, visiter les symboles, visiter les mythes, c'est passionnant, mais le faire avec l'esprit critique et pas avec une sorte de naïveté qui entraîne alors des manipulations dont on ne sait que trop qu'elles sont préjudiciables aux personnes. Les perspectives, je ne comprends pas bien. Peut-on envisager de revisiter les rituels maçonniques en les actualisant par les nouvelles générations, en gardant les messages mythiques et initiatiques? Mais bien sûr, chaque génération l'a fait. Parfois, ça a donné des trucs assez marrants. Parfois, ça donne des choses assez intéressantes. Je crois que c'est tout à fait faisable. Plus on est confronté à des modèles différents, plus, à mon avis, on a une chance de devenir tolérant par rapport aux modèles qui sont autour de nous. On n'entendrait pas autant de stupidité sur une série de traditions religieuses si les gens étaient formés, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Parfois, c'est de l'ordre d'une naïveté absolue, parfois, c'est de l'ordre d'un rejet parce qu'on a entendu l'une ou l'autre chose à la télévision, tout simplement. Un citoyen, c'est pas quelqu'un qui flotte comme un bâton sur l'eau, au gré des stimulations qui lui viennent d'ailleurs, non. Un citoyen, c'est quelqu'un qui est capable de penser par lui-même, de développer sa pensée critique et de faire des choix qu'il estime plutôt bons pour lui, les siens, et qui sait on peut rêver pour l'ensemble du genre humain. Donc il y a là quelque chose qui est très important, évidemment, et si la maçonnerie peut contribuer à cet éveil de l'esprit critique, c'est bien, mais heureusement, on parle de ce lieu où ça se passe, peu s'en faut. L'école du silence et du sentiment des images du XVIIIe siècle, oui, effectivement, la maçonnerie a été un des lieux où l'introspection, alors c'est pas dans toutes les loges, mais dans l'introspection que l'on découvre aujourd'hui avec une certaine volupté, hein, au travers de la pleine conscience, tout ça, a été maintenue depuis l'époque des Lumières. Et donc en ce, c'est pas pour rien, j'en avais parlé, que certains l'arrangent parmi les confréries. Hein. D'autres ont parlé d'un culte de la parole en adéquation avec la vie intérieure, etc. Bon, ça rentre en ligne de compte dans l'état d'esprit. Alors, le philosophe dit que les vieux sont plus enclins à vivre en philosophie. Serait-on plus enclin à devenir franc-maçon sur le tard en ayant déjà un peu de sagesse par rapport à la jeunesse? Je pense, comme je l'ai dit lors du premier cours, que le besoin de spiritualité est concomitant à l'esprit humain, comme le besoin de rencontrer ses désirs matériels. Les deux vont ensemble, et pour moi, un des grands problèmes de la maçonnerie, c'est son vieillissement. La moyenne d'âge d'un maçon belge aujourd'hui doit être de 61-62 ans. J'ai fait un exposé il y a 10 ans d'ici
où j'avais expliqué cette évolution qui était claire au travers des statistiques, je me suis quasiment fait traiter d'idiot, ce qui n'est pas faux, mais pas sur ce coup-là. Donc, ce vieillissement est préjudiciable. Il est vraiment important, justement, que la maçonnerie retrouve sa vocation, qui est d'être un des lieux où des gens de toutes tendances et de tous âges peuvent se rencontrer et réciproquement s'enrichir par leurs discussions. Il n'y a pas tant de lieux que ça, où des gens plus âgés peuvent rencontrer des plus jeunes et parler sur un pied d'égalité, hein, où des gens plus jeunes peuvent amener une idée et des plus âgés l'entendent pour la première fois, se disent, qu'est-ce que c'est? Je n'avais jamais entendu parler, et l'inverse. Ce sont quand même des choses qui sont très intéressantes dans une société qui se veut de nouveau métissée comme la nôtre, plurielle que sais-je encore, mais ce type de lieu, c'est vital. Or, qu'est-ce qu'on fait à la place de ça? On compartimente, on saucissonne, on fait du jeunisme ou du gérontonisme, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Enfin, qui va être vacciné d'abord? Les jeunes, les vieux, ceux du milieu, les malades, les unijambistes, les handicapés, je ne sais pas quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, je veux dire, on est incapable de s'imaginer comme un corps social d'abord, avant de travailler les particularismes. Et je vois là la marque de la politique avec un petit p qui divise pour mieux régner. Non. Et on entend certains partis avec leurs éléments de langage qui poussent dans un sens ou dans l'autre. Hein. Enfin, même dans des moments de péril quand même qui ne sont pas rien, comme ceux que nous vivons maintenant, on a l'impudicité de se comporter souvent de cette manière. C'est inacceptable. Inacceptable. Et donc, je pense que la maçonnerie est un des lieux précisément où on peut abolir ces clivages. Il n'y en a pas tant que ça, donc ça peut être intéressant. Maintenant, je ne cache pas que dans certains cas, la maçonnerie aussi a ses travers et parfois peut paraître comme une gérontocratie qui fait fuir les jeunes. Hein, donc, on peut en parler. Mais en tout cas, dans son esprit, elle n'est pas comme ça. Ça, c'est clair. Tradition, évolution, point de vue intéressant, je ne m'attendais pas à ça, à approfondir. Revoir les rituels, je trouve ça délicat. Oui, je suis assez d'accord. Donc, les rituels, c'est une tradition. On les revoit toujours, quoi qu'on pense, mais c'est la question du sens, la question d'esprit critique par rapport aux rituels qui est intéressante. Oui. Quelle place pour l'alchimie spirituelle telle que Jung l'a développée dans la maçonnerie de demain? C'est intéressant parce que l'alchimie, justement, vient du monde alexandrin, me semble-t-il, et justement rencontre en diagonale des propos que j'ai tenus tout à l'heure sur le monde égyptien. Donc, c'est assez passionnant. L'idée d'un homme qui peut se transmuter, je dirais même l'idée de chaque homme qui, s'il en prend la décision, est capable de se transmuter, de changer intérieurement, c'est une idée qui est assez précieuse. Alors cette alchimie spirituelle, associée souvent à la maçonnerie au cabinet de réflexion et puis à d'autres rites, de ce point de vue-là, elle peut donner à penser pour beaucoup. Il y a aussi une autre dimension, c'est que les alchimistes étaient en leur temps des scientifiques. Et donc c'est le lieu de rencontre entre le symbole et la science. On ne s'en rend pas souvent compte, parce que souvent l'alchimie, on imagine un Merlin l'enchanteur. Bon, mais non, l'alchimie, c'est aussi le début du travail en finesse sur les métaux, en transmutation. Donc la capacité d'établir, je l'ai un peu écrit dans mon petit livre, à la fin de mon petit livre sur la franc-maçonnerie, une religion parmi d'autres, points d'interrogation, involontairement provoquant comme titre, c'est de nouveau l'idée qu'on peut se transformer pour aller vers une forme d'unité dans un projet commun. Et que cette unité est possible au travers de nos différences. C'est vraiment ce qui nous manque de la société d'aujourd'hui. Alors, je veux dire, vous êtes un idéologue maçon, donc vous pensez qu'il y a comme maçonnerie qu'on peut faire ça. Non, mais c'est de nouveau un des lieux où on y pense. Et moi, je ne demande pas mieux que de rencontrer beaucoup d'autres lieux où on y pense aussi. Mais il me semble que cette recherche de transformation, cette idée que cette transformation a une valeur pour l'homme, cette idée de ne pas être dans cette espèce de contentement narcissique qui est très fort, une marque de fabrique du monde contemporain,
c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, cette symbolique-là, je m'y retrouve assez bien. Mais je reconnais que l'alchimie n'est peut-être pas la symbolique où spontanément je me sens le plus en phase. Donc j'assiste la troisième fois aux questions. Je suis éberlué de voir à quel point la jeunesse en prend pour son grade dans les questions. Ah oui, vraiment, je ne pense pas que les aînés valent mieux que les jeunes. D'ailleurs, personne ne vaut mieux personne. Certainement pas. Ce serait tomber dans une erreur monumentale. L'esprit critique est là, la pensée critique est là. Le seul problème, c'est quand on parle de la maçonnerie, on parle précisément de l'endroit où c'est difficile, c'est-à-dire les références à une certaine façon de dire l'histoire, avec un grand H, hein, bon, de dire le rapport à la culture, etc., qui n'est plus véritablement la façon dont on le fait aujourd'hui. Et donc, si on veut aller à la rencontre des plus jeunes, ben, il faut être capable de parler aussi de l'intérêt qu'ils pourraient rencontrer par rapport à la maçonnerie ou d'autres institutions et ne pas en faire justement des cénacles de vieillards qui pleurent sur une époque révolue où tout allait si bien quand eux étaient jeunes. Reste à voir, hein, parce que le bon vieux temps où il y avait les guerres mondiales, moi je ne suis pas sûr que j'ai envie de revivre ça. Donc tout à fait d'accord avec cette idée, il n'y a pas de péril par rapport à la jeunesse. Le péril, c'est justement de croire que seuls les aînés seraient capables d'encore comprendre ça et que la maçonnerie deviendrait une sorte d'endroit où on vit encore quelques années un peu agréable avant de ne plus être capable de suivre du tout. Je crois que c'est vraiment une erreur, ce n'est pas une occupation du troisième âge. Mais justement, dès lors, n'y siégeons pas en tant que personnalité du troisième âge, mais en tant qu'humains, égaux avec les autres. Les maçons ont parfois un peu des difficultés avec la notion d'égalité. Mais bon, le temps qui s'arrête, midi, minuit, y avait-il cela en Égypte antique? Je ne le sais pas. C'est sûr que les rites initiatiques travaillent sur le temps et sur l'espace. Donc c'est toujours les axes chronologiques et topologiques sont brouillés. C'est bien possible, hein, mais je ne sais pas répondre. Bien sûr qu'il y a des cultes sans mystère, c'est une question qui est posée. Il y a des cultes dans l'immédiateté. Le culte à mystère, précisément, imagine qu'il y a des initiés qui ont accès à certains dévoilements que les autres n'ont pas. Une des grandes objections, par exemple, de l'Église catholique aujourd'hui, de certaines églises chrétiennes, est de dire chez nous, tout est transparent. Vous pouvez venir à tous les cultes, etc. Il n'y a pas des lieux secrets, il y a des cultes pour les uns, pour les autres, etc. Vous, les maçons, vous êtes dans une sorte de trip dans lequel vous avez vos mystères. On ne peut pas les voir, on ne peut pas y assister, il faut être dévote pour comprendre. Ce n'est pas notre voie. On peut entendre cette objection. Les conflits entre le romantisme et la franc-maçonnerie continentale, le romantisme positiviste, oui, certainement, oui. Certainement, ces deux branches de la maçonnerie assez distinctes, qui, à mon avis, cohabitent toujours aujourd'hui, pas toujours harmonieusement. Tout ce qui a des ismes indique une idéologie. Hein. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y aurait peut-être une certaine réconciliation possible, parce que le romantisme et la nature, c'était pas rien. Alors, l'urgence écologique, aujourd'hui, on nous en parle beaucoup. L'évolution de la science aussi, on tente d'associer les deux. Donc ces deux courants, finalement, se rencontrent dans des préoccupations très contemporaines. Je crois que dans les rituels maçonniques, je pense aux rituels de solstice, donc d'été, d'hiver, il existait dans le temps des rites où il y avait les rituels d'équinoxe. Il y a une façon de ramener à l'idée du cycle dans la nature et d'une certaine harmonie avec la nature. Même dans un contexte qui pouvait être scientiste. Ça mérite d'être pensé, car de plus en plus, j'ai la conviction que les humanités trouveront un chemin quand elles auront les discours qui leur permettent d'expliquer l'interdépendance entre l'humain et le monde qui l'entoure et toutes ses composantes. C'est cette logique de l'interdépendance qui aujourd'hui n'est pas encore suffisamment, à mon avis, creusée. Sinon, en des termes
d'inquiétude, d'agitation, presque de malédiction, etc. Et cette interdépendance, l'humain non pas au-dessus, mais l'humain comme un nœud pensant au milieu, une partie, si on veut, du tout, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, va devenir un champ de recherche et d'études en philosophie important. C'est déjà le cas, mais ça va se développer. Et donc, oui, bien sûr, scientisme et positivisme, aujourd'hui, trouvent des échos nouveaux. Alors, quelqu'un me dit, mon système de haut grade, c'est les aréopages, donc c'est les très hauts grades maçonniques, pratique depuis plus de 10 ans les rituels taoïstes, l'islam, etc. C'est le sens de Gobelet d'Alviela, en effet, élargi. Moi, j'aime bien cette approche, qui est une sorte de phénoménologie des religions. Elle a ses limites, et l'erreur serait de croire que dès lors, on est un grand spécialiste de toutes les grandes traditions religieuses, ça n'a pas de sens, mais je trouve que cette façon d'examiner la multiplicité des facettes de l'homme par rapport au dispositif du sacré et par rapport à certaines idéologies religieuses est vraiment intéressante. Le danger, c'est que ça devienne des cours du soir uniquement. Mais pouvoir travailler ça, creuser ça, passer au travers aussi de traditions avec lesquelles on n'a pas nécessairement d'acquaintance ou de sensibilité, c'est tout de même assez fascinant. Et de nouveau, pour ceux qui s'intéressent à cela, ça peut être quelque chose qui est très enrichissant. J'aime mieux ça en tout cas que les systèmes qui sont monomaniaques chrétiens ou, etc., ou autre chose. Bon. Alors je trouve qu'il y a surtout dans certains degrés de nombreux recours à des symboles chrétiens très transparents, assez rarement et surtout très obscurément des figures mythiques de l'Antiquité. C'est juste, hein, l'ossature reste chrétienne. Généralement, ce qui est chrétien est assez clair et le reste paraît parfois comme un peu agglutiné autour. C'est les antiques rituels hein, d'un monde qui était chrétien. Donc l'important est la transmission, elle passe par la compréhension profonde des rituels, oui, très délicate. Je crois que s'interroger sur la transmission, ça c'est vraiment capital, oui. Le christianisme s'éteint peut-être parce qu'il a oublié sa dimension initiatique. La franc-maçonnerie ne risque-t-elle pas de subir le même sort? Possible, oui. C'est possible. C'est possible. Donc je me sens plus proche d'Épicure, dit quelqu'un. Le cochon qui regarde la terre. Oui, ça c'est une façon de lire Épicure qui est cruelle. Hein, que du monde des idées de Platon. Cela pourrait-il mettre ma candidature à la poubelle? Certainement pas. Certainement pas. Si un être humain cherche un chemin, il cherche un chemin. Et nul, en tout cas chez les francs-maçons, ne doit lui dire quel est le chemin qu'il doit emprunter. Si des gens le pensent, alors c'est certainement pas là où il faut frapper. Il y a deux corollaires. Chercher et être capable d'écouter l'autre qui cherche aussi, en se disant il est comme moi. C'est tout simple, mais c'est pas facile. Pourriez-vous définir ce qu'est un mystère? Oui, un mystère, on a la racine muo, qui est se taire, et donc c'est quelque chose qui, au départ, est tu, n'est pas connu. Et le myste, l'initié, c'est celui qui a accès à ce qui n'est pas connu. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, bon, beaucoup de définitions peuvent venir, mais ça, c'est vraiment la base, donc c'est mystère dans ce sens-là. Donc l'accès à une confrérie initiatique qui révèle des choses qui, à l'extérieur, ne sont pas connues. D'où la notion du secret qui excite tellement les imaginaires. Donc pourquoi ne pas enquêter d'une manière aussi exhaustive que possible auprès de la jeunesse afin de déterminer quelles seraient ses motivations, ses critiques, ses écueils à son entrée future dans la démarche maçonnique? Oui, c'est une bonne idée, mais seulement il y a un danger, c'est de dire on recrute. La maçonnerie ne recrute pas. Elle le fait quand même. Oui, il faut bien parler un jour à quelqu'un. Mais je veux dire, la maçonnerie n'est pas dans une logique de dire voilà, il nous faut 4000 membres pour dans 2 ans. Jamais on entendra parler comme ça. Il y a eu un mauvais exemple en France il y a quelques décennies. C'était vraiment la mauvaise idée. Non, la maçonnerie doit être capable d'accueillir
des hommes, des femmes qui viennent vers elle parce qu'ils ont un intérêt pour elle et d'avoir une certaine empathie par rapport à cette démarche, mais elle n'est pas un lieu où on doit trouver des adeptes. C'est pas son objet. Donc dès lors, elle sera toujours assez confidentielle, elle sera toujours assez réservée à des personnes qui ont envie de faire ce chemin-là. Mais évidemment, si la porte en plus est fermée du point de vue culturel, alors elle se coupe de gens qui pourraient avoir un intérêt, mais qui ne s'y retrouvent plus du tout. Donc c'est plutôt ça, à mon avis, la clé. Voilà, écoutez, je crois que j'ai un peu épuisé l'ensemble des questions très intéressantes qui ont été posées. Je voudrais encore une fois remercier Françoise, Shannon, Aline, pour tout le travail qu'elles font. Vous inviter à aller voir ces temples maçonniques de la rue de Laeken sur le site de La Pensée et les Hommes. Vous allez dans la partie donc vidéo et vous allez voir dans certains qui sont vus par drone, c'est quand même assez intéressant. Voir aussi l'interview de Xavier de Scutter qui aborde cette question des mystères dans plusieurs de ses écrits autrement que moi, et donc c'est intéressant aussi. Comme on a accès à ce type d'outils maintenant, je vous invite à aller voir ça. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine si l'équipe est d'accord.